Merci de rester fidèle au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, des questions de santé publique. Pour commencer, le Sénégal est engagé dans la lutte contre le VIH-Sida et vise son élimination à l'horizon 2023. En ce sens, chercheurs et acteurs de la riposte sont réunis depuis hier et pour 3 jours pour affiner les stratégies de lutte, parmi lesquelles le traitement et la diffusion des informations relatives à la question. Et puis, nous sommes toujours dans les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes engagées dans le combat. L'association des juristes sénégalaises a tenu un atelier de partage sur la loi 2020-05 qui vise à renforcer la protection des survivantes de violences sexuelles. Son objectif est de sensibiliser et d'éveiller la conscience collective. À l'international, pour terminer, guerre au Liban, le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël a débuté. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé hier l'approbation par le Conseil de sécurité de l'accord de trêve au Liban. Il a donc débuté ce mercredi à 2h, temps universel. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. En santé publique, donc, pour commencer, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a présidé hier la 4e édition des journées scientifiques SIDA du Sénégal. Durant 3 jours, chercheurs et acteurs de la riposte vont partager leurs expériences sur le VIH, mais également sur bien d'autres maladies comme les hépatites ou encore la tuberculose. Mamadou Kanté pour le compte-rendu. Inscrits depuis quelques années dans l'agenda scientifique, les journées scientifiques SIDA sont devenues un rendez-vous incontournable dans la lutte contre le VIH au Sénégal. Cette cérémonie officielle de la 4e édition des journées scientifiques du SIDA du Sénégal marque la persévérance des acteurs engagés dans la lutte contre le SIDA. Le thème retenu cette année porte sur le triptyque intégration, innovation et impact, un choix pas fortuit. En effet, l'objectif d'éliminer le sida d'ici 2030 nécessite une mobilisation collective de tous les acteurs, gouvernements, ONG, partenaires techniques et financiers, chercheurs, professionnels de la santé et communautés. Ce rendez-vous permet aussi de sensibiliser davantage sur la levée des barrières, empêchant à beaucoup d'aller se faire dépister. Éliminer le sida ne se limite pas seulement à réduire la prévalence du virus, mais également à garantir un accès universel à la prévention, au dépistage et au traitement. Ainsi donc, durant 3 jours, des spécialistes en la matière vont discuter autour du plan stratégique pour l'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030. Occasion pour distinguer aussi ceux qui, depuis l'apparition du premier cas, se sont donné tâche ardue. On reste avec la question. Dans le cadre de son plan d'action, le Sénégal vise à l'élimination du VIH à l'horizon 2023. Mais si d'énormes avances ont été consenties, il reste néanmoins toujours des défis, notamment autour de la question du traitement et la diffusion des informations relatives au VIH. Conformément au plan stratégique de lutte intégré, le Sénégal continue la riposte pour l'élimination du VIH à l'horizon 2030, en passant par les objectifs intermédiaires des 3,95 fixés par ONU-SIDA. Pour le premier 95, qui consiste à dépister donc 95% des personnes vivant avec le VIH, le Sénégal est à 90%. Le deuxième 95, qui consiste à mettre sous traitement 95% de ces personnes dépistées, le Sénégal est à 93%. Et pour le dernier 95, c'est-à-dire la suppression virale, le Sénégal est à 91%. Mais pour atteindre l'objectif fixé, il reste encore des défis à relever. La cible jeune, par exemple, il faudrait essayer de voir quelles stratégies vont atteindre ces jeunes-là pour les mettre en œuvre. L'autre défi actuel est celui lié à la désinformation, la façon dont on traite les informations relatives au VIH, surtout sur les nouvelles plateformes, n'aide souvent pas dans la lutte. Ce qu'on attend des journalistes, c'est de nous aider à partager les informations très importantes pour susciter à la population, d'aider, accompagner leurs parents à aller se faire dépister non seulement, mais aussi accompagner les parents qui vivent avec le VIH
à rester dans le traitement. Farah Diaw est le premier journaliste à donner en 1986 des informations liées aux 6 premiers cas apparus au Sénégal. Il constate que depuis lors, beaucoup de travail ont été faits, mais en appelle toujours à la responsabilité des journalistes dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Il ne faut pas faire d'erreur. Ce sont des sujets où il est question de droits humains, de protection du secret, de la confidentialité. Le Sénégal a ainsi opté dans son plan stratégique de mettre en place des actions harmonisées, et ce, pour un mieux-être pour tous. Et la question du dépistage des enfants au VIH a attiré particulièrement l'attention de l'association des journalistes spécialistes en santé. Selon le président, la prochaine campagne de sensibilisation de l'association va porter justement sur la problématique du dépistage des enfants dont le taux est à 46%. Dr Lee, qui est un spécialiste de la question de la santé publique, est revenu sur le traitement de l'information en insistant sur la prévention, c'est-à-dire sur les 3,95 et le dernier 95 a attiré notre attention. Il s'agit du dépistage des enfants. Et on a montré qu'on est loin du taux fixé de 90. On est à 46%. Je pense qu'en tant que journaliste, ça doit nous attirer parce qu'on est tous des pères de famille, on a les enfants et que notre prochaine cible, notre prochain plaidoyer, notre prochaine campagne de sensibilisation, notre prochain axe, ça va intéresser les enfants. C'est-à-dire sensibiliser les parents, surtout les parents qui vivent avec le VIH, de laisser les enfants se dépister. Car le dépistage permet de mettre les enfants, s'ils sont malades, sous traitement, et de les prendre en charge et d'éviter dans l'avenir que ces enfants-là soient séropositifs ou bien qu'ils transmettent la maladie, le virus à certaines personnes. Et puis nous en parlions dans les titres 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Les organisations féministes ont donc bien démarré la campagne. Il s'agira notamment de sensibiliser sur le sujet, appeler à une prise de responsabilité collective à travers leur mobilisation. Les organisations féministes appellent l'État du Sénégal au respect de ses engagements vis-à-vis justement de la question de la protection des femmes. La coordination des associations féministes du Sénégal lance officiellement la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles au Sénégal. L'édition 2024 de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes se mobilise autour d'un thème fédérateur qui appelle collective, à la mobilisation collective pour créer une riposte plus signifiante, intégrant ainsi toutes les parties prenantes. Face à la violence, une riposte collective. La campagne des 16 jours d'activisme rappelle également l'ensemble des efforts consentis pour la protection des femmes. Cependant, les organisations déplorent le manque de moyens auxquels elles font face. Face à cette recrudescence des violences, les organisations de défense des droits des femmes manquent cruellement de moyens pour intervenir de façon efficace dans la prévention et la prise en charge holistique de ces violences. La criminalisation du viol en 2020 n'a pas produit les effets escomptés. Elle n'a ni dissuadé les violeurs, ni conduit à des condamnations exemplaires. Les féministes appellent à une mobilisation collective pour pousser l'État du Sénégal à honorer ses engagements pour le respect des droits des femmes et des filles. L'État sénégalais doit prendre ses responsabilités et traduire ses engagements en actions concrètes pour garantir la dignité et les droits fondamentaux des femmes et des filles. Les assises sur la réforme de la justice, organisées sans la participation des organisations féministes, illustrent bien ce manquement. Le thème retenu pour cette année met l'accent sur la prévention et vise à mobiliser les ressources financières nécessaires afin d'engager de manière efficace la protection des femmes. Toujours sur cette note, un atelier de partage sur la loi numéro 2020-05 qui vise à renforcer la protection des survivantes de violences sexuelles a été organisé par l'Association des juristes sénégalaises. Une rencontre qui a pour but de sensibiliser la communauté à cette législation en encourageant un changement de comportement, une prise de conscience collective. Ce forum de sensibilisation a pour objectif de renforcer la mobilisation des acteurs autour des violences sexuelles. Où nous avons eu à développer deux thématiques.
La première, c'était la vulgarisation de la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie et son application effective. La deuxième thématique portait sur les mécanismes de protection, des victimes, mais aussi des survivants de violences basées sur le genre. Elle est revenue sur les mécanismes mis en place par l'Association des juristes sénégalaises pour la prise en charge des victimes. Les boutiques de droit qui sont installées un peu partout à travers le Sénégal, dont 9 présentement dans cette région, dont Thiès. C'est un centre d'accueil et d'assistance des victimes de violences basées sur le genre. Au sein de cette structure, c'est-à-dire le centre d'accueil, la victime peut être accueillie, orientée, assistée de façon juridique et judiciaire. Elle est prise en charge, elle peut bénéficier de l'assistance d'un avocat où les charges sont supportées par l'association des juristes. Une activité qui entre dans le cadre des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Mobiliser les acteurs qui interviennent dans la chaîne de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre dans le cadre des séjours d'activisme où il est question cette année de riposter face aux violences basées sur le genre. Ce n'est pas du hasard. Les victimes ou parents des victimes doivent porter les affaires devant la justice et se défaire de la loi d'Omerta. C'est à partir de la dénonciation qu'on pourra lutter efficacement contre les violences sexuelles et la pédophilie, selon la coordinatrice du projet. Un tout autre registre à présent, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé hier une rencontre interministérielle, une rencontre qui a donc permis de dévoiler les grandes lignes de la campagne de commercialisation agricole pour l'année 2024-2025 et ainsi prendre 6 mesures phares pour une campagne agricole réussie. La réunion, marquée par une série de décisions fermes, a notamment permis d'officialiser le prix plancher des principales productions agricoles concernées avec une attention particulière portée à l'arachide, le coton et le riz. Par exemple, le prix de l'arachide a été porté à 305 francs CFA le kilogramme, en hausse par rapport aux 280 francs CFA de la campagne précédente. Cette augmentation vise à soutenir les producteurs tout en assurant une meilleure rémunération pour les exploitants agricoles. Le Premier ministre a ainsi donné des instructions pour garantir l'application rigoureuse de ce prix. Le gouvernement a également abordé la question des paiements en suspens. Un montant total de 74 milliards de francs CFA reste à régler pour les campagnes agricoles de 2021, 2022 et 2023. Le gouvernement a donc réaffirmé son engagement à honorer ses dettes afin de rétablir la confiance entre producteurs et institutions. L'État a également mis en place un budget record de 120 milliards de francs CFA pour les subventions destinées aux intrants agricoles de la campagne à venir. Et nous parlons à présent d'éducation. Après 4 ans sans publier de rapport annuel, l'ANAQ-Sup a déposé sur la table du ministère de l'Enseignement supérieur hier l'ensemble de ses travaux durant ces 4 années. La cérémonie de remise a eu lieu en présence et sous la présidence du ministre, le docteur Abdourahmane Diouf Ousmane pour le compte-rendu. L'ANAQ-Sup n'a pas publié ses rapports annuels ces 4 dernières années à cause de la Covid et de la tension politique qui a prévalu dans le pays durant cette période, perturbant son agenda. Mais l'agence n'a pas chômé, car voilà qu'elle met à disposition 4 rapports d'activité couvrant son exercice de la même période, avec des résultats probants. 75 établissements d'enseignement supérieur ont été évalués sur le plan institutionnel. Et à l'issue de ces évaluations, on a eu un taux d'avis favorable de 77%. Concernant les programmes, nous avons évalué exactement 279 programmes de formation. Là, le taux d'avis favorable pour l'accréditation de ces programmes est de 78%. Suite à ces évaluations, les experts n'ont pas manqué de formuler des recommandations au vu des difficultés que rencontre le secteur de l'enseignement supérieur. Nous devons augmenter les infrastructures proportionnellement à la hausse du nombre d'étudiants. Mais les infrastructures seules ne suffisent pas pour résoudre les problèmes de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi nous recommandons le renforcement du numérique, comme c'est le cas partout dans le monde. Des recommandations qui ne vont pas tomber dans l'oreille d'un sourd, rassure le ministre. Les recommandations adressées aux universités doivent être mises en œuvre et pour certaines avec le concours du MESRI. Je m'engage à renforcer l'ANAQ-Sup et le dispositif national d'assurance qualité
pour relever les défis importants qui se posent, dont la résolution fera avancer d'un bond important la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. En plus de ces évaluations qui sont toutes détaillées dans les rapports, l'ANAQ-Sup a ajouté à son agenda une série d'évaluations concernant les écoles doctorales. Selon le secrétaire exécutif, ces évaluations vont s'ajouter à la masse critique de données que détient actuellement le ministère de l'Enseignement supérieur pour mieux se préparer à apporter les réformes qu'il faut à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et sur ce, nous parlons d'entrepreneuriat. L'ADPME prévoit d'accompagner 300 PME dans la région de Louga. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie nationale visant à rééquilibrer le soutien entrepreneurial entre Dakar et les régions tout en soutenant la vision à Sénégal 2050. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de présenter le projet donc IPME, PAIS et ETHER qui sont financés par la Banque mondiale à hauteur de 14 milliards et la Banque africaine de développement à hauteur de 4 milliards, qui ont pour objectif d'accompagner plus de 5000 PME. Et aujourd'hui, on est venu partager l'information, contacter les organisations professionnelles, mais surtout procéder à l'enrôlement et donc à l'identification des acteurs qui sont susceptibles d'être bénéficiaires de ces programmes-là. Donc c'est des subventions que l'ADPME va octroyer aux entreprises qui seront retenues. Une subvention de contrepartie de 75% du plan d'encadrement qui sera subventionné pour permettre aux entreprises de renforcer leur productivité, mais aussi leur compétitivité. Aujourd'hui, on a pour objectif de faire 300 entreprises dans la région de Louga. Et donc nos acteurs, nos collaborateurs, nos collègues seront sur place pour accompagner les entreprises dans cette phase d'enrôlement. Et puis ouvre de soulagement pour les automobilistes. L'autopont de Front de Terre est officiellement ouvert aux usagers. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malik Ndiaye, a inauguré l'ouvrage hier, longue de 500 mètres, réalisé à plus de 14 milliards de francs CFA. L'infrastructure promet d'améliorer la fluidité du trafic entre les différents quartiers qu'elle relie. Djibril Diallo. Fini le calvaire pour les usagers qui empruntent l'axe Bourguiba-Front de Terre ou Front de Terre Liberté 6. Les bouchons interminables sur cet axe ne seront plus qu'un vieux souvenir. Après 19 mois de travaux, l'autopont est ouvert et voici les tout premiers automobilistes à l'avoir emprunté. Je suis très satisfait parce que nos déplacements seront désormais faciles. C'était très difficile de se rendre à la zone de captage ou à Grand Yoff. La circulation va être très fluide maintenant. On perdait beaucoup de temps avec les déviations. Ce nouvel ouvrage, dont le coût est estimé à près de 14 milliards de francs CFA, va contribuer à fluidifier la circulation. Les embouteillages coûtent très cher à l'État du Sénégal. Derrière le temps important perdu par les populations, se cachent d'énormes préjudices financiers causés au trésor public. Pour y faire face, les nouvelles autorités promettent de continuer le programme de construction d'autoponts et de ponts pour rendre la circulation plus fluide à Dakar et dans les régions. Nous allons continuer le programme de construction de ponts, surtout au niveau national, le Dandemayo, au niveau du sud, entre autres, comme vous le savez, avec les périodes de crue, nous nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes de ce genre. Donc avoir des ouvrages sophistiqués comme celui que nous sommes en train d'inaugurer peut constituer en tout cas de solutions pérennes pour les populations, surtout dans ces zones-là qui sont souvent victimes d'inondations. Le ministre des Infrastructures et Transports terrestres et aériens a dans la foulée annoncé le lancement pour bientôt des travaux du nouveau pont de Ziguinchor ainsi que dans d'autres localités qui sont coupées du pays pendant l'hivernage.
Et puis une autre nouvelle structure avec cette note de sport à Kédougou et ce nouveau stade à peine inauguré par le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor. Le président de la Ligue régionale, Sadio Sissoko, est monté au créneau pour exhorter les jeunes à bien préserver l'infrastructure. Pour lui, ce nouveau bijou doit profiter à toute la population et plus particulièrement à la jeunesse locale. La Ligue régionale de football, à travers son président Sadio Sissoko et son staff, ont sollicité la Fédération sénégalaise de football pour l'obtention d'une infrastructure de valeur et d'une pelouse synthétique ici à Kédougou. On a sollicité la Fédération. Je me rappelle, c'est lors d'une finale de Coupe du Sénégal féminine à Amadou Bari, à Pikine, que le président m'a dit, Sadio, vous m'avez tellement sollicité qu'aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, je vais mettre un gazon synthétique de type FIFA, et je le dis de type FIFA. Si vous regardez le gazon, c'est un gazon homologué FIFA. Donc un gazon homologué FIFA et CAF. Cela veut dire qu'aujourd'hui... Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd car elle a répondu présente en construisant une pelouse homologuée par la FIFA et la CAF. D'un pays voisin veut s'entraîner, cette équipe-là peut s'entraîner sur notre gazon synthétique. Donc je dirais que c'est un sentiment de satisfaction. Donc la fête partielle, en attendant que les travaux finissent, pour permettre à la jeunesse de Kédougou de pratiquer le football chez eux. Donc c'est ainsi que la pelouse a été homologuée et acquise. Donc provisoirement en attendant que les travaux finissent. Ainsi, cette infrastructure permettra aux jeunes sportifs talentueux de Kédougou de se faire valoir. Le président a exhorté les jeunes à bien entretenir ce joyau. Et on termine à l'international. Au Moyen-Orient, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur ce mercredi à 2h temps universel au Liban, après plus d'un an d'hostilité transfrontalière et 2 mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement libanais armé soutenu par l'Iran. La trêve interrompt un conflit qui a contraint des dizaines de milliers de personnes en Israël et des centaines de milliers d'autres au Liban à fuir leur domicile. La durée du cessez-le-feu néanmoins dépend de ce qui se passera au Liban, a précisé le chef du gouvernement israélien à la télévision 1 heure tout juste avant l'adoption donc du cessez-le-feu. Sur cette note, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les décisions prises par le gouvernement du Sénégal en vue de la commercialisation des récoltes et les remous dans le Front social sont les sujets les plus commentés dans les quotidiens. Walf Quotidien, comme les autres journaux, nous rapporte les décisions prises lors du Conseil interministériel consacré à la vente des produits agricoles. Walf Quotidien parle d'une hausse inédite du prix du kilogramme d'arachide fixé à 305 francs, soit 25 francs de plus sur le tarif indiqué lors de la dernière campagne de commercialisation des graines d'arachide. Les mesures prises vont servir à consolider la production nationale et à réduire la dépendance envers les importations, résume Walf Quotidien. L'Observateur note aussi que l'annonce du prix officiel de 305 francs du kilogramme d'arachide a été une grosse déception pour certains producteurs qui s'attendaient à plus que ce montant. En ce qui concerne toujours le prix de l'arachide, Le Soleil évoque à l'opposé de l'Observateur une nouvelle qui soulage presque tous les acteurs concernés par la campagne de vente des récoltes. Le Témoin quotidien estime qu'il y a bien lieu de saluer cette mesure qui rend justice aux agriculteurs. Sud Quotidien aussi signale qu'en fixant ce prix, le Premier ministre assure que l'État est allé au-delà de la proposition faite par le Comité national interprofessionnel de l'arachide. D'où le titre de Source A, le cadeau de fin d'année de Bassirou Diomaye Faye aux paysans. Sur un autre registre, les quotidiens signent la fin de l'état de grâce dans le Front social. La presse quotidienne évoque les luttes syndicales menées dans les établissements de santé, les écoles et les universités. Enquête observe que le climat social traverse une période de turbulence avec des grèves et des revendications multiples dans divers secteurs, ajoutant que les tensions sociales mettent à l'épreuve la capacité du nouveau gouvernement à répondre efficacement aux attentes des syndicats. 2 secteurs particulièrement affectés sont la santé et l'enseignement supérieur, où des mouvements de protestation sociale traduisent un profond malaise, poursuit le même journal. Le quotidien pense donc que c'est la fin de l'état de grâce. Les syndicats de la santé et de l'enseignement annoncent des grèves prévues en décembre, affirme-t-il. D'ailleurs, l'Observateur annonce l'arrestation de plusieurs étudiants à Ziguinchor, précisant qu'ils ont été appréhendés à la suite d'un rassemblement au cours duquel ils protestaient contre leurs conditions de travail. Les heurts entre les étudiants et les forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés chez les premiers,
selon l'Observateur. Et nous terminons avec l'affaire West African Energy pour parler de l'arrestation de Samuel Sarr. L'AS nous dit que Samuel Sarr est en instruction. Le DG de West African Energy en retour de parquet. Le journal note aussi les bizarreries d'un dossier lourd de conséquences. L'AS nous parle aussi de la guerre des associés et les enjeux énergétiques. D'ailleurs, selon Source A, au début de cette affaire, Samuel Sarr avait décidé de donner corps à cette centrale à gaz en faisant appel à des actionnaires internationaux. Certes, ce sont les actionnaires qui ont financé les études, mais quand il s'est agi de trouver les fonds, près de 300 milliards de francs CFA, c'est l'ancien ministre de l'énergie sous Wade, Samuel Sarr, qui, muni d'une lettre de garantie de l'État du Sénégal, a réussi à coopter la manne financière. Toutefois, si Samuel Sarr devait aller en prison, le principal bailleur pourrait essayer de racheter des parties en conflit au cas où une solution n'est pas trouvée au bout de 3 mois. Et autre conséquence, notre pays pourra cracher sur son dur désir d'arriver à son autonomie énergétique. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.